Louis. Je grandis à Lyon. Je connais très bien Paris avant d'y habiter. J'y suis née et ma mère est restée très attachée à cette ville, donc on y va hyper régulièrement. Le 6e, les galeries, les librairies, tout ça quoi. Ça c'est vraiment le Paris de ma mère. J'ai pas de famille qui habite dans Paris même. Par contre, ma tante et ma cousine habitent en banlieue parisienne. Ma cousine s'appelle Pauline. On a un peu moins d'1 an d'écart. On aurait rêvé d'être sœurs jumelles, donc on va s'habiller exactement pareil, au détail près, la montre sur le même poignet. Tous les jours, on s'écrit. Quand la technologie arrive, on s'envoie même des cassettes vidéo, c'est-à-dire que je me filme dans ma chambre en train de lui parler, je lui envoie la cassette. On est vraiment très très proches, on grandit ensemble à distance, quoi. En 2011, je suis diplômée de mon école de photo et je monte à Paris. Donc c'est la liberté totale et j'ai l'impression que c'est le début de ma vie. J'ai l'impression d'être grande, intelligente, maligne et que je peux pas me faire avoir et je me rends pas du tout compte de ce que je peux renvoyer. Donc à ce moment-là, je rêve de décrocher des contrats avec des journaux et de pouvoir tirer le portrait de gens qui illustreraient des articles sur eux, quoi. Je commence à faire, d'abord des photos de plateau sur des tournages de publicité et après je fais des photos d'événements, pour des clients, des banques, des choses comme ça. Du coup, il y a aussi des périodes où je prends des petits boulots alimentaires, serveuse, vendeuse, et je continue la photo à côté. En 2015, après une rupture, je cherche un appart à Paris et je décide de chercher une coloc. Je vais notamment sur le site La Carte des colocs, où il y a très peu d'annonces, mais elles sont plus intéressantes, elles correspondent à ce que je cherche et surtout, comme il est très peu connu, je me dis que j'ai plus de chance en allant sur ce site. Et quand je tombe sur l'annonce de Pierre, elle sort vraiment du lot. Il décrit chaque coloc avec leur métier, mais de manière romanesque. Par exemple, il va dire Julie pourrait vendre n'importe quoi à n'importe qui avec son charme qui vient de Saturne. Enfin, en gros, c'est un peu des métaphores qui ont toujours un rapport avec le système solaire ou les atomes. Ils expliquent qu'ils cherchent une fille pour équilibrer, puisque du coup, il reste 2 garçons et une fille. Ça donne vraiment envie. Je vais aussi leur faire une réponse comme ça, un peu barrée, et ils vont forcément vouloir me rencontrer. C'est celle-là, quoi. Je pense que je ressens un truc particulier vis-à-vis de cette coloc avant de la visiter, uniquement basé sur le fait qu'ils ont l'air un peu artistes, un peu barrés, et que du coup c'est avec ce genre de personnes que je préfère vivre. Au moins on se comprendra et ce sera intéressant comme expérience. Il me répond rapidement, très rapidement, et là je commence à comprendre qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés par cet appartement parce qu'il y a une grosse organisation de dates. Du coup, le soir où je viens, je sais qu'il y avait une personne avant moi, il y a une personne après moi. L'appartement, il est dans le 11e arrondissement, au pied du métro Charonne, ce qui m'arrange puisqu'à ce moment-là, je travaille à Bastille dans un restaurant. L'immeuble, il est haussmannien, joli. Il y a une petite cour intérieure très charmante. On est au 4e étage. Je rentre, c'est Pierre qui m'accueille. Il commence à me dire qu'il apprécie que j'enlève mon casque d'autour de mon cou parce que la personne précédente, elle l'avait gardé et qu'il comprend pas les gens qui font ça et que c'est un peu irrespectueux. Je commence à comprendre ses valeurs et qu'est-ce qu'il a besoin de voir chez moi. Et donc, je lui montre un peu ce qu'il veut voir. L'appartement, il est disposé un peu en étoile avec un couloir qui distribue les chambres, ce qui fait qu'on a quand même pas mal d'intimité. C'est traversant, très lumineux et la chambre que je pourrais occuper, elle donne sur la rue et elle ressemble pas mal à l'appartement dans lequel j'ai grandi avec ma mère. Donc je me sens tout de suite chez moi et je me dis, il faut absolument que j'ai cet appartement. Une fois que Pierre me fait visiter l'appartement et notamment la chambre, il m'invite à m'installer dans la cuisine. Il appelle Julie et Nicolas. On s'assoit. Moi, je suis assise en hauteur. Je pense sur un tabouret en hauteur.
Julie, elle est assise sur une chaise beaucoup plus basse, Nicolas sur une chaise un peu plus loin, et Pierre, il reste debout. Julie me pose beaucoup de questions. Elle est très énergique, elle rebondit beaucoup. Nicolas, il est un peu en retrait, il parle moins, il rebondit moins, mais il observe tout, on sent qu'il n'est pas en train de penser à autre chose. Il me regarde, il écoute ce que je dis, ce que les autres disent. Il n'y a pas du tout de blanc, c'est pas du tout gênant. En fait, j'ai juste l'impression de rencontrer des gens et de discuter. Donc on parle de voyage, de ce qu'on aime. Il verse tous les mois 2 000 € au propriétaire. On se partagerait en 4 ces 2 000 €, mais pas 500 chacun, puisque leur fonctionnement, c'est au prorata de la taille de la chambre de chacun. Quand je sors, je sais que j'ai trouvé l'appart que je veux. J'envoie des messages à mes amis, et notamment à Pauline, pour lui dire c'était trop bien, l'appart est trop bien, je le veux absolument, j'espère tellement qu'ils vont me choisir. Après ce premier rendez-vous, Pierre me contacte par SMS pour me dire que j'ai passé la première sélection et que je peux revenir pour le deuxième rendez-vous. Je suis contente. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait un deuxième rendez-vous, mais je me dis que c'est quand même bon signe. Quand je reviens pour la deuxième fois, on parle plus d'eux, on a un peu plus le temps de discuter de ce qu'ils font, d'où ils viennent. Et donc, je comprends qu'en fait, ils viennent tous les 3 de Châteauroux, que Julie est la sœur de Pierre et que Nicolas est leur ami d'enfance. Pierre, c'est lui qui a fondé la coloc il y a 15 ans et il précise toujours, c'est la première coloc de Paris. Il m'explique que si la chambre est vide à ce moment-là, c'est parce que il y a quelques semaines, ils avaient fait des visites, ils avaient choisi une personne qui s'appelle Camille. Mais Camille, pendant les entretiens, elle est tombée amoureuse de Nicolas et du coup, ils ont décidé qu'il fallait qu'il trouve quelqu'un d'autre pour sa chambre. Nicolas, il est plutôt négligé, je le vois plutôt pieds nus. J'ai l'impression que quand je le vois, il est dans des vêtements d'intérieur et qu'il sortirait pas dans la rue comme ça. Il a des vêtements plutôt amples, pas repassés, pas très ajustés. Il a des lunettes rectangulaires, pas très à la mode. Il a des cheveux hirsutes, pas forcément coiffés, mais il a du charme et je peux comprendre. Enfin, ça me paraît pas impensable du tout qu'une fille soit tombée dingue de lui pendant une visite. Quand il m'annonce que c'est bon, je suis choisie, je suis hyper heureuse. Je me dis que c'est bon, je vais être à l'endroit où je dois être et que tout va bien se passer, que c'est la solution à tous mes problèmes et j'ai super hâte de m'y installer. Les premiers jours se passent très bien. Je commence à monter mes meubles. Ça ressemble exactement à ce que je voulais. J'ai le droit de faire ce que je veux, donc je repeins toute la chambre en bleu. Très rapidement, en fait, je suis installée, je me sens bien chez moi. La coloc, c'est un peu l'auberge espagnole dans le sens où il y a les affaires de tous les anciens colocs. Il y a un peu un carton par personne qui est passé dans cet appartement. Sur la boîte aux lettres, il y a plus de 8 ou 9 noms. On reçoit le courrier même de gens qui sont plus sur la boîte aux lettres et on doit le garder parce que potentiellement ils vont passer le prendre. Ils savent que le jour où ils partiront, ils devront tout refaire, donc ils ont peint sur les murs des dessins de un peu toutes les couleurs. Le papier peint est assez défraîchi. La moquette au sol, il faut clairement la changer, elle sent pas très bon, ça sent le chat. Avant d'arriver dans la coloc, je pensais que mon truc, c'était les beaux appartes, tout blanc, avec un beau parquet, des moulures bien propres. En fait, je me rends compte dans cette coloc que c'est ça que j'aime, la vraie vie, les gens qui passent, les rires, les imprévus. Et c'est ça qui me fait me sentir vivante et qui me plaît. La personne de qui je me rapproche le plus et le plus vite, c'est clairement Nicolas. Ce qui me plaît en premier chez Nicolas, c'est qu'il met en avant qu'il est féministe, qu'il a l'air d'avoir un profond respect des femmes. Par exemple, un soir, on dîne avec Pierre
Pierre dit que pour lui, c'est complètement logique qu'une femme, ça doit s'épiler et qu'un homme doit jamais voir les poils d'une femme. Et c'est vraiment Nicolas qui le reprend en disant que ce qu'il vient de dire, c'est sexiste et qu'il peut pas dire ça. Et c'est moderne par rapport à l'époque parce qu'à ce moment-là, on est avant MeToo. Aussi parce que j'ai 24 ans, j'ai reçu une éducation classique. En fait, à cette époque-là, le féminisme, pour moi, c'est simplement l'égalité, l'égalité salariale et l'égalité des droits, mais c'est un peu flou. On ne parle pas des dynamiques de pouvoir. Être féministe, c'est la femme est l'égale de l'homme. Donc le fait qu'il y ait un homme qui dise c'est sexiste et les femmes, elles peuvent ne pas s'épiler, elles ont des poils et c'est pas sale, pour moi, c'est énorme. J'ai l'impression qu'il est hyper moderne et ça me met en confiance et ça me plaît. Rapidement, on a cette routine qui se met en place avec Nicolas, de quand on rentre du travail, à peu près à la même heure, vers 1h du matin, on s'installe dans sa chambre, on discute, on refait le monde, on parle de nos projets, moi artistique et lui de navigation. En fait, s'il fait tous ces petits boulots, c'est pour mettre de l'argent de côté parce que il a repéré un bateau qu'il veut racheter et il veut devenir skipper et proposer des traversées payantes à des gens et il veut faire ça pour gagner sa vie. Au-dessus de son lit, il y a un plan de son bateau. On comprend pas bien s'il appartient à sa famille, si c'est un vrai projet. Au bout d'un moment, je me rends compte que peut-être c'est aussi juste un grand rêveur et que c'est pas sûr que ce projet se fasse et qu'il soit si concret que ça. Nicolas, il cultive son amour de la fête en organisant des fêtes originales où il invite plein de monde. L'appartement, il se prête vraiment à ça. Il est très grand, il y a plein de pièces. On peut être super nombreux, avoir plusieurs types d'ambiance. Il a l'air assez fier de ça et moi, je me dis c'est fun, j'ai trop hâte de la prochaine fête de la coloc, ça a l'air d'être un sacré truc. La première soirée qu'on organise quand je suis dans la coloc, c'est moi qui propose le thème et le thème c'est Crazy Hair. L'idée c'est de venir avec une coiffure improbable. Pauline, elle vient avec son copain, il s'appelle Nance, ça fait quelques mois qu'ils sont ensemble. Nance, il est plutôt petit, en tout cas il est plus petit que moi. Il est très musclé, il est très fort. Il m'explique assez rapidement qu'il connaît des techniques pour tuer quelqu'un en quelques secondes avec un seul doigt, qui sait où appuyer. Il se positionne comme l'homme qui va nous défendre contre les mauvais, les hommes qui nous veulent du mal. La soirée, elle est complètement à la hauteur de mes espérances. Moi, je me suis fait une espèce de grosse charlotte de cheveux sur la tête et j'ai mis plein de lumière et de guirlandes dans mes cheveux. Il y a des hommes qui ont des fleurs dans leur barbe, il y a des gens qui se sont mis des paillettes dans les cheveux. Tout le monde a joué le jeu et c'est super, tout le monde s'amuse. Assez tard dans la nuit, on se retrouve dans la cuisine avec tous les survivants et on mange un morceau, on est tous à moitié en pyjama. C'est vraiment des bons moments et c'est complètement ce qui m'avait décrit des soirées de la coloc, quoi. Après cette soirée, mes amies, elles m'en reparlent régulièrement. Du coup, je décide d'organiser rapidement une autre soirée à la coloc. Et je profite d'Halloween qui arrive pour fixer cette date. À cette soirée, il y a 2 amis à moi, plus Pauline, mon copain et Nicolas. Du coup, avec les filles, on se met du rouge à lèvres noir, on se prépare dans la salle de bain, on se prête des vêtements, on est habillés tout en noir et on commence à s'installer dans le salon. Et l'idée, c'est de regarder un film d'horreur. Nicolas a proposé de poser la GoPro en face de nous pour qu'on puisse capter les moments où on va toutes sursauter de peur et il trouve que ça ferait un super montage et que ce serait marrant. Je sais que je suis assise à côté de Pauline dans le canapé, que toutes les deux, c'est vraiment pas notre truc, qu'on a hyper peur et que du coup, on se broie la main à chaque fois qu'il se passe un truc. Le film est fini, il est encore super tôt, il doit être 21h30. On décide de mettre de la musique et de danser.
Comme, mon copain aime pas danser, il s'assoit dans le canapé, Nicolas, il s'assoit aussi sur un autre canapé et en fait, ils sont là dans la même pièce que nous. Nous, on met des musiques, on danse, on fait du karaoké, on crie, on chante. Je fais pas attention, mais ouais, ils boivent, ils sont assis, ils boivent dans leur coin. À un moment, Nicolas, il se lève, il dit que lui, il aime pas ce genre de musique, c'est-à-dire, Céline Dion, les Spice Girls et cetera, que lui, il aime plutôt la vraie musique, comme il dit. Donc, le rock, AC/DC, tout ça et du coup, comme c'est avec son Mac, qu'on écoute la musique, il se lève, il change, d'ambiance et là, il reste avec nous pour danser, sur les musiques qu'il met. Il danse avec la GoPro à la main, un peu, il passe un peu au milieu de nous et il nous filme pendant qu'on danse. Je me dis que ça nous fera un souvenir et que c'est cool pour une fois que ce soit pas moi qui doive faire des photos et des vidéos de ce qui se passe et que j'aurai des souvenirs sans m'en occuper. Assez rapidement, il commence quand même à avoir un comportement lourd. Je sens qu'il a bu pas mal. Il commence à me saouler un peu. Je trouve que c'est pas très sympa à chaque fois que je veux mettre une musique, qui fasse des réflexions sur le fait que c'est de la merde. Et donc au final, à chaque fois que nous, on met une musique qui nous plaît, bah lui, il part dans sa chambre. En fait, il va taper de la coke. Et il revient, il met sa musique. On fait un peu comme ça, quoi. Comme la musique, elle vient de son Mac, qu'il a posé sur la cheminée du salon, il se met en veille régulièrement et quand nous, on veut changer de musique ou en mettre une nouvelle, bah, on est obligé de l'appeler pour qu'il vienne déverrouiller son Mac. Du coup, au bout d'un moment, il prend un crayon et il écrit en énorme son code à 4 chiffres sur le mur au-dessus de la cheminée. Ça prend presque tout le mur. Et comme ça, on peut déverrouiller son Mac toute seule. Au fur et à mesure que la soirée avance, il est de plus en plus insistant. Il a l'air de plus en plus bourré. Je pense qu'on met fin à la soirée tôt, un peu à cause de ça, mais sans trop se le dire. Donc à 23h30, mes 2 amis s'en vont. Pauline me dit qu'elle se sent pas de prendre le RER pour rentrer aussi tard, qu'elle a peur de se faire emmerder, et elle me demande si elle peut dormir là. Quand elle me demande ça, je sais très bien que ça posera aucun problème aux autres colocs qui dorment déjà. Ils connaissent ma cousine et qu'on peut tout à fait dépanner quelqu'un sur le canapé du salon. Donc je lui dis, bah, bien sûr, il y a le canapé. Nicolas dit, ah bah non, mais sinon, moi, j'ai un deuxième lit dans ma chambre. C'est un lit superposé et il propose de laisser à Pauline le lit du dessus. Je regarde Pauline, c'est à elle de voir ce qu'elle préfère. Je peux pas lui proposer de dormir avec moi parce que mon copain va dormir avec moi, donc il y a pas de place dans ma chambre. Elle accepte la proposition de Nicolas, probablement parce que le canapé sur lequel elle pourrait dormir, il est dans un couloir et que le lendemain matin, Pierre va se lever tôt, il va passer à côté de là où elle dort et c'est pas un canapé-lit, donc c'est pas très confortable, on n'a pas de drap alors que dans le lit que lui propose Nicolas, il y a tout ce qu'il faut. J'ai plus forcément en tête que Nicolas, il nous a saoulé et qu'il était un peu lourd et je pense que l'image que j'ai de lui, ça reste l'image que j'ai depuis le début, du mec, féministe, du mec, serviable, toujours là pour, aider et qui quand même, vient de nous prêter son Mac toute la soirée, qui nous a proposé de nous filmer, qui finalement rend plein de services donc voilà, il en rend un dernier et ça me je le vois sous cet angle. Mon copain se prépare, on se met au lit, on ferme la porte et je m'occupe plus trop de ce qui se passe. Puis en fait, ça toque à la porte de ma chambre et c'est Pauline qui me dit qu'il y a un truc bizarre et que faut que je vienne voir. Donc je la suis jusqu'à la chambre de Nicolas et elle me dit que pendant qu'elle se changeait pour se mettre en pyjama, elle a remarqué que la GoPro de Nicolas était posée sur une pile de livres au lit et qu'elle trouve ça bizarre. Je regarde la GoPro, je m'approche, je la prends dans la main, je vois qu'il y a pas du tout de petite lumière rouge, qu'elle a l'air éteinte et je lui dis que de toute façon, il ferait jamais un truc pareil et que faut pas s'inquiéter et je la cache, derrière la pile de livres, pour qu'elle puisse plus, fonctionner au cas où, il y avait une intention et puis elle me dit: «Oui, oui, tu raison, c'est bon» et je trouve ça normal, qu'on se pose des questions parce qu'en tant que femme, on doit se méfier tout le temps.
Mais j'ai une confiance absolue en Nicolas et je sais que je peux la rassurer et je sais qu'il y a aucun risque et qu'elle court aucun risque. Je me réveille le lendemain matin, Pauline est réveillée aussi, on va prendre un petit déjeuner dans la cuisine et mon copain se prépare pour aller au travail. Nicolas, il est parti déjeuner, je sais pas trop avec qui, sa famille ou des amis. Pierre, il est avec sa famille. Et Julie, elle est partie bruncher, elle est pas là non plus, donc on est que toutes les deux. Et en fait, elle me dit que elle a repensé à ce qui s'est passé la veille au soir, qu'elle a vraiment un doute, que c'était vraiment bizarre la manière dont la GoPro était positionnée quand elle s'est mise en pyjama, et qu'elle a confronté Nicolas quand il est rentré dans sa chambre pour se coucher, et qu'il a grommelé que non, non, pas du tout, elle était pas allumée, t'inquiète pas, mais qu'elle le sent pas. Pauline rentre chez elle, je me retrouve toute seule à la coloc. Je commence à vraiment réfléchir à ce qu'elle m'a dit. Le fait qu'on en reparle le lendemain à froid, c'est plus du tout la même chose. Et là, je sens que j'ai un vrai doute et que je veux en avoir le cœur net. J'hésite un peu, mais je vois que la chambre de Nicolas est entrouverte et je me dis que c'est peut-être le moment ou jamais. Je pousse la porte de sa chambre. Sur la droite, il y a encore la pile de livres sur son bureau et à gauche, sur son lit, il y a son Mac ouvert, l'écran est noir et il y a sa GoPro branchée dessus et un disque dur. Et la GoPro fait des petits signaux lumineux rouges, donc je me dis que c'est peut-être en train de télécharger. Du coup, je vais dans le salon, je mémorise son code qui est encore écrit sur le mur, je déverrouille son Mac et là, j'ai un gros coup de stress parce que je me dis que ce que je suis en train de faire, je peux plus revenir en arrière. Je suis en train de faire quelque chose qui est pas bien et en même temps, il faut le faire. Quand ça déverrouille son écran, ça s'allume sur la vidéo qui est en train d'être téléchargée et je vois directement Pauline de dos. C'est une image arrêtée, mais elle est en train d'enlever son t-shirt de dos. Donc je comprends immédiatement qu'elle a dit vrai et qu'il l'a bien filmé pendant qu'elle s'est mise en pyjama. Je vois flou, je comprends pas comment c'est possible. Je suis en panique totale. Je sais pas du tout quoi faire. Je suis vraiment dans un état de choc. Et en même temps, il y a de l'adrénaline et je me dis que j'ai peu de temps pour agir, qu'à tout moment quelqu'un peut rentrer et que c'est ma seule chance de faire quelque chose d'utile. Et assez vite, je me dis que c'est une preuve et qu'il faut que je l'aie. Donc je me lève avec une marche un peu robotique, je vais dans ma chambre, je cherche des yeux mon disque dur. Je suis en mode automatique, je comprends pas trop ce que je fais, mais je le fais. Je le trouve assez rapidement parce qu'il était pas rangé, il est sur mon bureau. Je le ramène dans la chambre. Entre-temps, le téléchargement de la GoPro est terminé, ce qui me permet du coup de pouvoir lancer le téléchargement sur mon propre disque dur. Et une fois que j'ai lancé ça, je me dis qu'il faut quand même que je vérifie s'il y a d'autres choses, d'autres soirées. Faut que je sois fixée sur est-ce que c'est la première fois qu'il fait ça ou pas. Je regarde le chemin qui est inscrit sur le dossier dans lequel les vidéos sont téléchargées. Je vois que c'est très bien caché. Il y a un dossier qui est nommé impôts, puis fiche de paye. Je suis le dédale des dossiers et à un moment, j'arrive dans un dossier où je vois une vingtaine de dossiers avec des noms de filles. Anna, Lucie. Il n'y a aucun nom qui me parle. Il n'y a pas mon nom. Il n'y a pas celui de ma coloc. Il n'y a pas non plus celui de Pauline parce que le dossier dans lequel ça copie, ça s'appelle Halloween. Je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ouvre pas ces dossiers. À ce moment-là, ma priorité, c'est de pouvoir prévenir Pauline qu'elle avait raison, que c'est grave, que j'ai la vidéo, et un peu qu'on en parle ensemble pour voir ce qu'on fait. Je vérifie que les vidéos se sont bien copiées sur mon disque dur, je le débranche, je remets tout en place exactement comme c'était, je referme la porte exactement comme elle était fermée, un peu entrouverte. Je vais dans ma chambre, je m'enferme et je prends mon téléphone pour appeler Pauline. Je me souviens très peu de ce moment-là, je me souviens que je tremble, que j'ai du mal à déverrouiller mon téléphone, que j'ai du mal à trouver le numéro de Pauline dans mon répertoire. Je sais plus trop comment je lui explique. Je sais que je m'excuse, que je répète plein de fois que je suis désolée de pas l'avoir cru, qu'elle avait raison et que j'ai la vidéo.
Je me souviens pas trop de ce que Pauline me dit non plus. Je pense qu'elle est un peu dans le même état que moi, mais je sais qu'elle me dit que c'est pas de ma faute. On est en panique toutes les deux et Nance, son copain, prend le téléphone et me dit on arrive, on va venir prendre le disque dur, on va aller porter plainte. Ils passent très très rapidement, ils prennent mon disque dur et ils partent au commissariat et moi je reste là et j'attends de leurs nouvelles. 1 heure plus tard, je reçois un SMS de Pauline qui me dit que le commissariat a refusé de prendre sa déposition. Apparemment, il refuse de prendre sa plainte parce que la vidéo n'a pas été publiée par Nicolas. Donc, c'est pas vraiment un délit. Je me dis, c'est eux qui connaissent la loi et si la loi elle est comme ça, on n'y peut rien. À l'époque, je sais pas que c'est interdit de refuser une plainte. Ils vont voir un autre commissariat qui refuse également la plainte. Du coup, ils rentrent chez eux bredouille. Ils testeront un autre jour dans d'autres commissariats. Je me retrouve seule à penser à tout ça, à refaire le film de mon amitié naissante avec Nicolas. Je me sens très en colère contre Nicolas. Je le hais vraiment profondément. En fait, je pense que je suis autant en colère contre lui parce que je suis aussi très en colère contre moi-même. D'une part, d'être tombée dans le panneau de son petit numéro de féministe, gentil, attentionné, et surtout à cause de ma naïveté, d'avoir mis en danger la femme la plus proche de moi, celle à laquelle je tiens le plus. Ce moment-là, c'est un gros point de bascule dans ma vie où je réalise qu'on peut se tromper complètement sur les gens. En fait, ça entache vraiment l'image que j'ai de moi. Je me dis que là, j'ai vraiment merdé et que c'est trop tard pour rattraper. C'est extrêmement dur à accepter pour moi. À ce moment-là, je suis persuadée d'une chose, c'est que si je parle à Pierre et à Julie, étant donné qu'ils le connaissent depuis très longtemps, ils vont considérer que le problème, c'est moi, que c'est moi qui ai rapporté le problème, puisque avant moi, il n'y avait pas de problème, et c'est moi qui vais devoir partir de la coloc. Je commence à un peu me cacher dans ma chambre, à passer toutes mes soirées dans ma chambre, à plus trop sortir et à essayer d'attendre qu'il n'y ait plus personne dans la cuisine pour aller manger. Je me rends compte que ça va pas être possible de faire ça et que c'est insupportable pour moi d'entendre Nicolas passer du salon à la salle de bain en sifflotant à côté de ma chambre. Et je pense que j'ai besoin de participer à la réparation de ce qui s'est passé. Et j'ai aussi juste besoin de lui cracher ma haine à la tronche, en fait. J'ai envie que ce soit lui qui ait plus envie de me croiser, que ce soit lui qui sorte plus de sa chambre et que ce soit lui qui évite la coloc et pas moi. Un soir, je suis toute seule dans ma chambre, je sais qu'il y a personne dans la coloc et j'entends Nicolas rentrer. Je sors, il est en train de marcher dans le long couloir qui mène à sa chambre. Je dis son prénom, ça me dégoûte. Il se retourne, je vois toute la scène au ralenti, j'ai l'impression de pas participer et d'être complètement sortie de mon corps. Je suis terrifiée et je lui dis « Je sais que t'as filmé ma cousine, je veux que tu supprimes la vidéo et je veux plus que tu m'adresses la parole. » Il est complètement sonné, il ouvre grand les yeux, il ouvre un peu la bouche. C'est un peu ridicule, on dirait une grenouille, je comprends pas trop ce qui va se passer. En fait, il dit rien. Du coup, je continue en disant que je le dirai pas au coloc, qu'en échange, je veux qu'il s'excuse auprès de Pauline et qu'il me jure qu'il y a rien d'autre, qu'il a rien fait d'autre, ni avant, ni rien d'autre que je devrais savoir. Et il me jure, et il me dit merci, et il s'en va. Je retourne dans ma chambre, j'ai le cœur qui bat à 8000, j'ai les mains qui tremblent, je transpire, j'ai la bouche pâteuse. Mais je me dis que au moins, il sait maintenant et j'espère qu'il a honte. Il y a un deuxième événement qui va prendre le dessus, qui va arriver quelques jours après. C'est les attentats du Bataclan. Comme on habite à Charonne, il y a un des lieux de l'attentat qui est vraiment en bas de chez nous. Moi, le soir des attentats, je suis dans un bar avec mon copain. Nous, on a les informations au compte-gouttes. On décide de rentrer à la maison avec mon copain et on fait les derniers kilomètres en taxi et à travers la vitre, on voit
Des pompiers partout, des policiers, mais surtout des pompiers et beaucoup de couvertures de survie et plein de routes barrées. Pendant tout ce temps, moi, j'ai plus de batterie et Julie, elle m'appelle, 10 fois, 15 fois. En fait, elle m'appelle 37 fois et quand j'arrive enfin à la coloc, elle me prend dans ses bras, elle était hyper inquiète, elle pleure un peu et elle est trop contente, que j'aille bien. Pierre, est pas loin et il est content que je sois rentrée. Je sais que Nicolas est à l'appart parce que Julie me dit qu'elle est soulagée qu'on soit tous là et qu'on soit tous, sains et saufs, mais je le vois pas, il sort pas de sa chambre. Là, ça rabat vraiment les cartes et ça passe l'incident de Nicolas au second plan. D'un coup, on est juste contents d'être tous vivants. Assez peu de temps après, la plainte de Pauline est enfin acceptée. Surtout que les policiers ont eu l'air de prendre l'affaire au sérieux et ils l'informent que c'est pas normal que les autres commissariats aient pas pris sa déposition. Pour aider les policiers, il vaut mieux que, pour l'instant, on dévoile rien et qu'en fait, on en dise le moins possible. Il faut surtout pas que Nicolas se doute que Pauline a porté plainte pour pas qu'il puisse éventuellement supprimer tout ce qui est sur son ordinateur ou ce genre de choses. Le problème là, c'est que en fait, la vie quotidienne reprend un peu son cours dans la coloc, que malgré le fait que j'ai confronté Nicolas, il change absolument pas de comportement vis-à-vis de moi. Ça me rend dingue qu'il continue de m'alpaguer dans la cuisine, qu'il continue de cuisiner pour moi et de me proposer de partager, son plat, devant Pierre ou devant Julie et que je sois obligée de dire, «Non, j'ai pas faim», d'une voix un peu agréable, tout en évidemment le fusillant du regard dès que je peux. Dès qu'il peut, il va poser sa main sur mon épaule, moi, c'est une réaction épidermique, quand il fait ça, j'ai juste envie d'être violente. Il me provoque et je vois que la culpabilité et la honte ont absolument pas changé de camp et que lui, il continue de vivre sa vie et moi, ça me ronge toujours de l'intérieur. Je commence à vérifier constamment, s'il y a pas une GoPro, planquée dans un coin. Quand je me douche, par exemple, ou quand je vais aux toilettes, je deviens un peu parano et en fait, je continue de me poser plein de questions, sur, par exemple, pourquoi Pauline et pourquoi pas moi, finalement? Comment ça se fait qu'il y ait pas, de dossier à mon nom, ou au nom de ma coloc? Peut-être, qu'il a simplement saisi l'opportunité. C'est quand même un peu risqué si peut-être il fait ça avec moi ou peut-être simplement qu'il a des goûts, très précis et que je suis pas, dans ses fantasmes, quoi. Évidemment, je repense à toutes les anecdotes de soirées, que Nicolas m'a racontées et je repense à tous ces prénoms de filles, que j'ai vus dans ses dossiers. Et je me demande combien étaient vraiment consentantes, combien étaient dans leur état normal, quand il s'est mis à filmer, combien ont eu, connaissance des vidéos après. En fait, tout ça, ça met des étincelles, enfin, moi, je suis un bâton de dynamite et je suis prête à exploser. Un soir, je suis toute seule dans ma chambre, je suis allongée sur mon lit. Pauline m'appelle, je décroche, je sens qu'elle a une voix bizarre. Elle a une voix tremblante, presque plus de voix. Elle me dit qu'elle vient de regarder dans ses mails envoyés parce qu'elle cherchait un document, qu'elle vient de voir que Nicolas s'est envoyé 34 emails sur sa boîte et que tous les emails contiennent des photos d'elle dénudée qu'elle avait envoyées à son copain. Donc, ça veut dire que pendant la soirée, il a trouvé le moyen d'observer le code de déverrouillage du téléphone de Pauline, qu'il a réussi à lui subtiliser son téléphone discrètement, qu'il a fouillé dans la conversation qu'elle avait avec son copain et qu'il a sélectionné les images où elle était dénudée et qu'il se les a envoyées une par une depuis l'application mail du téléphone de Pauline jusqu'à son Gmail à lui. Qu'ensuite, un par un, il a supprimé les mails envoyés de l'application mail de Pauline et qu'il a remis son téléphone à sa place. Mais apparemment, quand elle consulte ses mails depuis un ordinateur, les messages envoyés ne se sont pas supprimés. Là, ça me fait vraiment l'effet d'une bombe. C'est une trahison de plus, mais c'est la trahison de trop, dans le sens où c'est vraiment vicieux, c'est vraiment calculé, ça fait encore plus peur. À ce moment-là, je me dis,
On va découvrir quoi maintenant? Ça va être quoi en fait? Toutes les 2 semaines, il y a un nouveau truc. C'est quoi le prochain? Là, c'est plus supportable, c'est pas possible que cette situation continue. C'est-à-dire, c'est plus possible que on habite sous le même toit. Et Nance me dit, écoute, la prochaine fois que Julie et Pierre sont pas là, tu m'envoies un message, je débarque rapidement et je viens lui parler. Je suis à mon bureau en train de travailler et j'entends Julie partir de l'appart. Je sais que Pierre est pas là, je sais que Nicolas est là, donc j'envoie tout de suite un SMS à Nance. Quelques minutes plus tard, ils sont là. Pauline, elle est toute blanche et je sens que elle a pas forcément très envie de revoir Nicolas. Nance prend les devants, il marche dans le couloir qui mène à la chambre de Nicolas. Il l'appelle comme on appelle un enfant qui a fait une connerie et qui doit venir dans la cuisine se faire engueuler. Et Nicolas, il sent tout de suite le ton et il sort de sa chambre. L'expression qui me vient, c'est la queue entre les jambes. On s'assoit tous les trois sur un canapé, Pauline, Nance et moi. Moi, je suis à côté de Pauline et on se tient la main, on est hyper proches physiquement, on essaye de se soutenir. Et Nance, il est plus en avant, plus penché vers Nicolas. Et Nicolas, il s'assoit sur le canapé en face, tout seul. Il nous regarde pas dans les yeux. Je me souviens pas forcément de comment Nance commence la discussion et de ce qu'il lui dit. Je sais juste que Nicolas bredouille beaucoup de trucs dans sa barbe, qu'il est assez lâche et qui fait plus du tout le malin et qui se comporte pas du tout comme il se comporte avec moi devant les autres colocs. Quand Nance lui parle des photos volées, Nicolas, il dit qu'il se souvient pas. Il dit « Ah bon, j'ai fait ça, vous êtes sûr? Ah ben, peut-être alors, mais je me souviens pas. J'étais bourrée, j'avais pris trop de coke, je me souviens de rien, mais de toute façon, c'est sûr, j'ai merdé. Enfin, on dirait qu'on est en train de lui dire qu'il a fini les yaourts en scred sans nous le dire, quoi. Je sens qu'il est en soumission. Du coup, Nance lui dit maintenant c'est très simple, ce qui va se passer, c'est que tu vas partir. Donc là, Nicolas, il dit ah oui, il essaye un peu de négocier. Il dit bon, bah si c'est vraiment ce que vous voulez, ok. Je suis pas super convaincue. Je dis à Pierre et Julie ce qui s'est passé. On décide de faire une réunion de colloque, comme on fait habituellement quand il se passe quelque chose d'important et qu'on doit tous parler, parce qu'ils ont envie d'avoir la version des faits de Nicolas. Cette réunion, elle a lieu le 1er décembre, dans la cuisine. Il doit être 20h30. Moi, je suis debout, adossée contre la machine à laver. Et Julie, elle bouillonne, un peu comme moi, mais à sa façon. Et du coup, elle s'occupe les mains en se faisant à manger. Pierre, il reste debout, il est abasourdi. Et Nicolas, il s'assoit à la table de la cuisine. Je décide un peu sur un coup de tête de lancer le dictaphone de mon téléphone pour pouvoir bien me rappeler des choses ou au cas où. Tu continues à mentir. Alors tu mens une première fois quand Pauline te dit « Est-ce que ça tourne ?» et tu lui dis « Non, non, ça filme pas ». Malheureusement, c'est quand même cette phrase qui est enregistrée dans la caméra. C'est con, mais c'est putain de ridicule. Deuxièmement, tu mens quand 2 jours après, tu me dis oui, oui, ça filmait, mais je l'ai dit à Pauline. Non, c'est faux, tu l'as pas dit puisque tu l'as maintenu que ça filmait pas. Tu me remens une 3e fois dans la même soirée en me disant qu'il n'y a rien d'autre et que t'as jamais rien fait de tel et blablabla. Et tu me dis que tu vas t'excuser. Pendant une semaine, il se passe rien. Je reviens vers toi en te disant tu t'excuses bien. Et tu me dis je veux le mail de Pauline, ce qui n'a aucun sens. Ensuite tu mens parce que, et ça donc je pense que tu sais pas, je le sais, mais voilà, tu m'as rendu la vidéo en me disant il n'y a plus aucune trace de la vidéo sur mon ordinateur, on est d'accord? Bah avant de me la donner, t'as quand même pris le temps de faire des screenshots de la vidéo. Il parle très doucement, il baisse les yeux encore. C'est pas très clair, il se contredit. Il dit qu'il a eu un blackout, qu'il se souvenait plus des mails, que c'est moi qui lui ai rappelé, enfin qu'en fait c'est Pauline qui lui a rappelé. Il arrête pas de dire que ça fait 1 mois qu'il est hyper mal, hyper perturbé, que quand même ça se voit. Et là, je peux plus me taire et je dis non, ça se voit pas du tout. Tu continues de me faire des blagues, tu me frôles. Il minimise complètement les faits, il inverse totalement la situation en se faisant passer pour la victime, en disant que, vu comment on le prend, on pourra jamais retrouver une vie normale.
Quelques heures plus tôt, il a dit à Pauline j'ai aucune excuse, à part que t'es charmante, ce qui est hyper inapproprié et ce que je dis à ce moment-là. Et Nicolas, il répond ben, en même temps, vous voulez quoi que je me mette à genoux, que je vous supplie de me pardonner. Et en fait, il descend de la chaise et il se met à genoux sur le carrelage de la cuisine. En fait, il dit plein de choses qui n'ont aucun sens. Au final, cette réunion, elle dure une bonne heure et demie. On n'en tire pas grand-chose. Pierre dit à Nicolas qu'il faut qu'il cherche un autre endroit pour vivre. Nicolas, il nous dit qu'il va habiter chez sa copine. Je sais absolument pas ce qu'il lui a raconté sur les raisons de son départ de la coloc et je saurai jamais. On remplace Nicolas par une nouvelle colocataire qui est anglaise. Pauline, elle peut revenir à l'appart et on reprend une vie presque normale. Pierre est toujours un peu gêné quand on reçoit du courrier. Il le pose à un endroit précis de l'étagère au cas où Nicolas passe le récupérer. C'est un tabou. Quelques mois plus tard, en avril, je suis convoquée par la police. C'est un enquêteur du commissariat du 11e arrondissement de Paris qui me contacte et qui me demande de me rendre au commissariat. Il m'auditionne, il m'explique qu'il enquête depuis plusieurs mois et qu'il a des questions à me poser sur la nature de ma relation avec lui. Je sens dans ces questions qu'il essaye de lever un soupçon qu'il a sur peut-être une complicité possible entre moi et Nicolas. Il me pose des questions assez incisives. Il me demande par exemple comment ça se fait que je ne l'ai pas cru quand elle est venue me chercher dans ma chambre pour me dire qu'elle avait l'impression que ça filmait. Je lui réponds que je ne pouvais pas m'imaginer ça et que moi je le connaissais depuis 5 mois. Et il me répond mais vous êtes quand même au courant qu'on ne peut jamais connaître les gens ? Je ressors de cet entretien avec peut-être encore plus de honte et de culpabilité qu'avant. Et en même temps, je sais que je viens de faire ce qu'il faut et que lui aussi, et que c'est complètement légitime de sa part d'avoir appuyé sur ces points-là. Le jour du procès arrive. J'ai fait en sorte de pouvoir accompagner Pauline et son copain Nance est là aussi. On se retrouve tous les trois avant. On boit un café devant le tribunal, dans un petit troquet en face du tribunal. On se dit pas grand-chose. On a tous les trois la gorge serrée. Pauline est vraiment pas bien et j'essaie de la soutenir comme je peux. De mon côté, j'appréhende beaucoup de revoir Nicolas. On arrive dans le tribunal, on est un peu perdu, on sait pas trop où aller, on passe la sécurité, on se perd un peu dans les couloirs, on finit par trouver l'endroit. Et Nicolas est déjà assis et il soutient notre regard, il est en chemise, rasé de près, chemise blanche, il se tient droit, il a pas l'air d'être ni stressé, ni d'avoir honte, mais en même temps je me dis que s'il s'était pointé en guenille en fixant ses pieds, ça m'aurait énervé aussi. On est appelé à entrer dans la salle. Pauline, elle va s'asseoir devant avec son avocate. Moi, je suis assise très en arrière. La juge prend le dossier de Nicolas et Pauline entre ses mains. Elle le lit en silence et elle commence à énoncer les faits. D'un coup, ça devient vraiment concret. Ça prend une dimension beaucoup plus importante. C'est comme si, là, il pouvait plus du tout minimiser parce que elle est en train d'énoncer des faits, c'est pas au conditionnel, c'est ce qu'il a fait. Lui, il répond toujours la même chose, comme depuis le début, qu'il se souvient pas, qu'il était trop bourré, qu'il a fait un blackout. Au bout d'un moment, ça l'énerve, la juge, et elle lui dit vous êtes au courant que être en état d'ébriété, c'est pas une circonstance atténuante, c'est une circonstance aggravante. Je m'attendais pas à ce qu'il s'en prenne plein la gueule. Elle lui dit par exemple à un moment que ce serait bien qu'il s'assoie correctement parce qu'on dirait son fils de 4 ans. C'est un petit peu jouissif. L'avocat de Nicolas, dans sa plaidoirie, il dit que Pauline, elle l'a quand même un peu cherché, que on va pas dormir dans la chambre de quelqu'un comme ça. Ça blesse énormément Pauline. Après, je me dis que si c'est le seul argument de son avocat, c'est bien la preuve qu'il a vraiment aucun argument. Et vu comment la juge lui parle depuis le début, je pense que c'est pas ça qui va faire pencher vraiment la balance.
Au final, Nicolas est condamné à verser 1 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et à rembourser 800 € de frais de justice à Pauline. Pauline, elle a été reconnue comme victime et ça, c'est important. Ça a dû le faire chier un peu, ça a dû quand même le sonner un petit peu, mais je pense pas que ça le rende moins dangereux. Ce qui reste en travers de ma gorge, c'est que son ordinateur ait jamais été saisi, qu'on saura jamais finalement s'il y a eu d'autres victimes qui étaient pas au courant. Je pense que oui. Cet appartement, j'ai presque plus eu de contact avec mes anciens colocs. On se voit toujours régulièrement avec Pauline et surtout on s'écrit et on s'appelle très souvent, comme quand on était enfant, adolescente. Ça n'a pas du tout changé de ce côté-là. Moi, j'y repense souvent parce que je me suis vraiment fait cette promesse de plus me faire avoir. J'ai tendance à me méfier immédiatement des hommes qui vont affirmer, un peu crier sur tous les toits, qui sont féministes. J'ai appris à beaucoup plus observer les actes, prendre le temps de vraiment observer la personne pour me faire une idée sur ses intentions. Il y a beaucoup de préméditation dans tout ça et on peut même penser que le lien qu'on a créé tous les deux, c'était aussi dans ce but. Je pense que j'ai aussi été victime de Nicolas dans cette histoire, notamment parce qu'il m'a manipulée et qu'il m'a utilisée, qu'il a peut-être utilisé aussi ma relation avec Pauline pour l'atteindre. C'est complètement comme un système de prédation très étudié, très rodé. Donc je pense que la leçon que je tire de tout ce qui s'est passé, c'est aussi pour être sûr qu'on va être prête à accueillir la parole de quelqu'un à n'importe quel moment, c'est être prête à remettre en cause notre propre confort et nos propres certitudes. Ce mois de novembre signe vraiment la fin des illusions. D'un coup, c'est fini, je vis plus dans l'innocence et cette colère, en fait, elle me quittera jamais. Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Bruno Luce. Cet épisode a été fait en partenariat avec la revue 21. Vous pouvez retrouver l'histoire d'Alice à l'écrit dans la revue 21 numéro 55. La réalisation et le mix de cet épisode sont de Clémence Relia. Louise Emerlet est à la production. À très vite.